Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais corriger le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui et développer une partie du cours du chapitre 3 sur les fondements du commerce international et l'internationalisation de la production. Donc vous aviez pour aujourd'hui à faire l'activité 2 de ce chapitre, je vais la corriger et ça nous permettra de commenter le chapitre 3, la suite du chapitre 3 que nous n'avions pas encore traité, à savoir le point 3.1.2 et le point 3.1.3. Alors, très rapidement déjà, quel est un petit peu le contexte? On a vu au début de ce chapitre, dans les vidéos précédentes, quelles étaient les évolutions importantes du commerce international. Et on avait notamment repéré, parmi les évolutions importantes, les évolutions quantitatives, la très forte augmentation des flux de marchandises après la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on explique cette très forte augmentation des flux de marchandises après la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, comme c'est indiqué en préambule du paragraphe 3.1.2, c'est lié aux théories du libre-échange qui se développent. Le libre-échange, c'est quoi? Ce sont à la fois des théories, mais aussi une situation dans laquelle on abaisse les barrières, les contraintes à la libre circulation des marchandises. Alors quand je dis une théorie, eh bien c'est toutes les théories qui sont favorables à cet abaissement des contraintes. Alors la première théorie qui a fait date et qu'on retient comme étant favorable au libre-échange, c'est-à-dire à la fin des barrières qui empêchent les échanges, c'est la théorie des avantages comparatifs qui a été édictée par David Ricardo au début du XIXe siècle. Cette théorie, elle est basée sur un modèle justement que je vous ai demandé de travailler et de comprendre pour aujourd'hui, dans l'activité 2. Donc reprenez sous la main le manuel avec le document 1, page 78, qui reprend les éléments de ce modèle. Alors évidemment, c'est un modèle simplificateur. Ricardo part de l'idée qu'on est dans un monde avec deux États, l'Angleterre et le Portugal, et deux biens uniquement, le vin et le drap. Ça permet ainsi d'avoir, comme vous pouvez le situer ici à l'écran, d'avoir une matrice, alors pour faire simple, d'avoir un tableau dans lequel on a 4 données à retenir qui se trouvent ici. D'accord? Alors, concrètement, à quoi correspondent ces données? Donc, vous voyez en ligne, on a les coûts liés à la production de vin. Sur la deuxième ligne, les coûts liés à la production de draps. Dans la première colonne, la situation concernant l'Angleterre et la deuxième colonne concernant le Portugal. Alors la première question est la suivante. Dans ce modèle qui nous permettra de justifier le libre-échange, il faut essayer de lire les données. Donc la première question nous conduit à faire cela. Montrer que le Portugal dispose de deux avantages absolus et le Royaume-Uni aucun dans l'exemple fictif. Donc il faut utiliser les données de ce modèle pour essayer de montrer ça. Si on prend d'abord la situation concernant la production de vin, donc la première ligne, on voit bien que l'Angleterre a besoin de 120 heures de travail pour produire une unité de vin, contre seulement 80 heures de travail pour produire une unité de vin au Portugal. Donc le Portugal est plus efficace, plus productif que l'Angleterre dans la production de vin. On le voit bien, puisqu'avec moins de temps de travail, il est capable de produire la même unité de vin. En ce qui concerne le drap, on a exactement le même rapport, le même niveau. L'Angleterre a besoin de 100 heures de travail pour produire une unité de drap, alors que le Portugal, lui, n'a besoin que de 90 heures de travail pour produire une unité de drap. On voit bien que dans les deux cas, la production de drap comme la production de vin, le Portugal est plus efficace, plus productif, il a des coûts de production moindres. Alors on pourrait se dire qu'il a deux avantages absolus et que de ce fait, le Portugal a tout intérêt à utiliser son propre drap et son propre vin, ce qui met fin à l'idée d'un échange international. Le Portugal produirait ainsi ce dont il a besoin dans ces deux produits, dans le cas de ces deux produits. En réalité, David Ricardo va montrer que même si le Portugal est plus efficace dans les deux productions, il a tout intérêt à échanger avec l'Angleterre, qui pourtant est moins efficace dans les deux branches d'activité. Alors pourquoi justement? Eh bien, c'est la suite de ce modèle qui nous permet de le comprendre et de passer de la théorie des avantages absolus, celle dont on vient de parler dans le premier document, à une théorie dite des avantages comparatifs qui est plus
abouti qui va plus loin et qui montre que dans tous les cas, les pays ont intérêt à libéraliser les échanges au niveau international. Alors, si on s'intéresse d'abord au Portugal, on voit bien que le Portugal a une production plus efficace dans le domaine du vin que dans le domaine du drap. Pourquoi? Si on prend cette fois uniquement la colonne 2, à savoir celle du Portugal. Pour produire du vin, il faut 80 heures de travail au Portugal, alors que pour produire une unité de drap, il lui faut 90 heures de travail. On voit donc bien que pour produire une unité de vin, le Portugal est plus efficace que pour produire une unité de drap. Alors, pour l'Angleterre, c'est l'inverse, hein, on peut le voir, je l'ai mis ici en remarque, même si ça ne répond pas à la deuxième question. Pour l'Angleterre, on voit que produire une unité de vin lui coûte 120 heures de travail, contre seulement 100 heures de travail pour une unité de drap. L'Angleterre, est donc moins efficace dans la production de vin que dans la production de drap. Alors du coup, le Portugal a-t-il intérêt à consacrer toute sa main-d'œuvre, toute sa ressource en facteur travail à la production soit de vin, soit de drap? Bien sûr, il a tout intérêt à ne produire que du vin. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez le rapport qui est ici, qui est de 1,125, on voit bien que le coût de la production de drap est supérieur au coût de la production de vin de 12,5% au Portugal. Ça veut dire qu'au Portugal, ça coûte plus cher de produire du vin, de produire du drap que de produire du vin. Il faut plus d'hommes pour produire du drap que pour produire du vin. Donc c'est plus coûteux. C'est l'inverse du Royaume-Uni qui, dans son cas, a une production de vin qui est plus coûteuse que la production de drap. On voit bien ici, avec ce rapport que je vous montre avec le curseur à l'écran, que la production de drap coûte 17% de moins que la production de vin. 0,83 par rapport à 1, ça fait bien 17% de moins. Le Portugal a tout intérêt à consacrer sa main-d'œuvre en totalité à la production de vin, puisque c'est là que la main-d'œuvre est la plus efficace. S'il alloue de la main-d'œuvre à la production de vin et à la production de drap, eh bien, une partie de sa main-d'œuvre sera mal utilisée, c'est-à-dire qu'elle sera utilisée dans une production où elle est moins efficace que dans l'autre. C'est comme si, entre guillemets, les élèves se spécialisaient. C'est ce que vous avez fait en choisissant déjà la filière ES. C'est comme les élèves qui choisissent de se spécialiser dans certaines disciplines où ils ont le moins de difficultés ou alors où ils ont les plus grandes capacités. Si par exemple vous êtes très fort en seconde, en SES, en histoire géo et en maths, vous choisissez la filière ES, c'est-à-dire celle qui correspond à vos points forts, même si vous étiez quand même plutôt bon en sciences par exemple ou en français. Eh bien, c'est le cas du Portugal ici. Il se spécialise là où son avantage est le plus grand pour ne pas gaspiller sa main-d'œuvre à des productions où il est efficace, mais où son efficacité est moins grande par rapport à celle où l'efficacité est la plus importante. Donc, le Portugal n'a plus intérêt à produire de draps, il a intérêt à produire le maximum de vin possible afin de baisser ses coûts de production au maximum. De ce fait, s'il ne produit plus de draps, pour satisfaire la totalité de ses besoins, il est obligé de se fournir et de se fournir auprès de l'Angleterre. Pourquoi c'est l'Angleterre qui va lui fournir du drap? Parce que dans le cas de l'Angleterre, on est dans le sens inverse. L'Angleterre est inefficace dans les deux cas, mais elle a une production de vin qui est beaucoup plus inefficace que la production de drap. Certes, les deux productions sont inefficaces, mais l'inefficacité relative de l'Angleterre est bien plus importante, bien plus criante dans la production de vin que dans la production de drap. Donc pour bien utiliser sa main-d'œuvre, l'Angleterre a tout intérêt à produire dans les branches où elle est la moins inefficace possible, à savoir ici la production de drap, et laisser de côté la production où elle est la plus inefficace par rapport aux autres. Donc du coup, on voit bien qu'il y a ici une spécialisation qui est intéressante pour ces deux pays, qui vont ensuite échanger les produits qu'ils produisent avec ceux qu'ils ne produisent plus, qui sont réalisés chez le voisin. Donc l'Angleterre va se spécialiser là où elle est la moins inefficace, la production de draps,
qu'elle va produire avec des surplus, qu'elle va échanger contre le vin avec le Portugal, puisque le Portugal, lui, s'est spécialisé dans la production de vin en abandonnant la production de draps. Pourquoi la production de vin? Parce que c'est là qu'il est le plus efficace par rapport à l'Angleterre. Certes, le Portugal est aussi plus efficace en matière de draps que l'Angleterre, mais cette efficacité plus importante est quand même assez peu criante, moins marquée que dans la production de vin. Voilà pourquoi les deux pays ont intérêt à échanger, si vous voulez, c'est de façon à mieux utiliser la main-d'œuvre, à utiliser chacun la main-d'œuvre là où ils sont les plus efficaces ou les moins inefficaces par rapport aux autres. Ainsi, ça permet de baisser les coûts de production, de baisser les prix et d'augmenter le pouvoir d'achat de la population anglaise et portugaise. Bien, voilà pour cette activité 2 et donc la théorie des avantages comparatifs que vous retrouvez formulée ainsi dans le point 3.1.2.1 que j'ai intitulé la théorie des avantages comparatifs dans mon cours, ici. Donc, vous avez le rappel du modèle avec l'exemple Angleterre-Portugal et l'explication que ce modèle conduit à considérer la spécialisation comme un avantage pour les économies, permettant des gains mutuels à la fois pour les pays qui sont les plus efficaces dans tout et pour les pays qui sont inefficaces dans tout. Se spécialiser dans l'avantage comparatif, c'est-à-dire là où on a la plus grande efficacité par rapport aux autres ou la plus faible inefficacité par rapport aux autres. Donc tout cela est rappelé, vous avez la définition ici d'avantage comparatif et le raisonnement sur la spécialisation favorable à la croissance économique qui se trouve dans ce paragraphe que je viens de surligner. Du coup, l'échange international permet de se spécialiser et de générer des gains mutuels. Il faut donc laisser passer les marchandises sans obstacle. C'est pour ça qu'on dit que le modèle ricardien, Ricardo, est un modèle favorable au libre-échange. Alors, ce n'est pas le seul modèle de pensée en économie qui est favorable au libre-échange. On y trouve aussi ce qu'on appelle le théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson, c'est-à-dire HOS, qui invite les pays à se spécialiser dans les productions qui nécessitent des ressources dont chaque pays a en grande quantité, que chaque pays, pardon, a en grande quantité. Je prends l'exemple qui est donné dans le manuel, avec cette photo que vous voyez à l'écran. C'est à la page 78 de votre manuel, juste en dessous du document qu'on vient d'étudier. On voit que dans l'exemple du Canada, le Canada fait le choix de se spécialiser dans des productions qui nécessitent des ressources dont le Canada dispose en grande quantité. Le bois, tout ce qui est, on va dire, en lien avec la présence, la ressource forestière, donc tout ce qui est mobilier, tout ce qui est également bûcheronnage, tout cela va être développé au Canada. Alors au Canada, on n'utilise pas que le bois, on utilise aussi le pétrole. Il y a beaucoup de pétrole bitumineux au Canada qui est exploité. On a aussi du froid au Canada, un peu comme en Suède. C'est vrai que depuis maintenant quelques années, on installe dans les pays froids, tels que le Canada et la Suède, de nombreux data centers. C'est un exemple que j'ai remis dans le cours. Des data centers qui chauffent, ce sont des centres qui enregistrent les informations qui sont disponibles sur Internet. À chaque fois que vous faites une recherche, on vous transfère vers un site qui contient des informations qui sont stockées, mémorisées dans des data centers. Ces data centers, pour garder en mémoire toutes les données sur Internet, chauffent très fort. Il faut donc les climatiser, il faut les refroidir, et autant les situer dans ce cas-là dans des zones où le froid est gratuit, comme les zones du nord de la planète, ou proche du pôle sud, mais là on sait bien qu'il y a très peu de terre proche du pôle sud. Donc du coup, le Canada utilise également le froid comme ressource. Donc le théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson, il part de cette idée-là. Il conseille à chaque pays d'utiliser des ressources qui sont abondantes, parce que quand elles sont abondantes, elles sont peu coûteuses, et donc ça permet d'avoir un avantage comparatif en utilisant cette dotation factorielle, c'est-à-dire cette dotation en ressources abondantes. Voilà un petit peu pour le théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson. Appliqué à la France, on pourrait dire que la France dispose d'un climat tempéré qui est favorable à la production agricole. Elle dispose aussi de paysages et
de monuments qui incitent au tourisme.